Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Philippe Candeloro. Alors, on va parler un peu de sport, mais surtout de business. C'est une phase qu'on ne connaît pas forcément. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu, on va quand même revenir sur le début. Le début, c'est le patinage à 7 ans, 7 ans et demi, à Colombes. Patiner à Colombes, fallait le trouver quand même, non? On avait la chance d'avoir une patinoire déjà à Colombes, et c'est grâce à l'école en fait, qui nous emmenait en activité sportive une fois par semaine à cette patinoire que j'ai été découvert par l'entraîneur qui est devenu mon entraîneur pendant plus de 35 ans. C'est fou ça, 88, Calgary, la cérémonie, c'est un super souvenir aussi pour un homme. Oui, alors c'est là où je suis tombé amoureux des anneaux olympiques, puisque à Calgary, on allait pour présenter les Jeux d'Albertville 4 ans plus tard. Moi, je n'étais pas compétiteur à Calgary, mais j'étais acteur pour faire la cérémonie de clôture qui a annoncé officiellement Albertville 4 ans plus tard. Que je n'ai pas fait d'ailleurs, puisque je me suis fait un peu mis de côté suite à un accident de moto. Ouais, donc j'ai raté les Jeux en France chez moi, ça m'a bien foutu les boules. La carrière amateur, donc la première saison, si je puis dire, c'était 89-90 ? Oui, au moment où je commence à partir sur les compétitions internationales, c'est ça. Et après, donc la fameuse pirouette que vous avez inventée par hasard, quoi. Suite à une erreur, en fait, sur une flying camel où on doit faire un ciseau de jambe, j'arrive sur la glace, je tombe, et là, j'arrive dans cette position de pirouette assise sur les genoux, et je me rends compte qu'en serrant un peu les bras progressivement, je prends de la vitesse et de la force centrifuge qui me permet, en fin de compte, d'accélérer cette rotation sur glace et de pouvoir même me relever. Et je dis, tiens, finalement, c'est pas con, c'est une pirouette qui peut être intéressante au niveau artistique, parce qu'elle n'était pas homologuée. Et elle n'est toujours pas homologuée, d'ailleurs. Mais c'était pas volontaire au départ. C'était pas volontaire au départ. Mais après, je l'ai travaillé pour que ça devienne volontaire et que ça devienne une de mes signatures. Signature, quoi. Ensuite, donc, la carrière en parallèle, celle de professionnel, avec en 2000 le titre mondial, que vous n'aviez jamais eu en tant qu'amateur. Et oui, parce qu'on me reproche toujours que je n'ai pas gagné la plus belle des médailles, c'est-à-dire la médaille d'or. Mais je pense que dans le cœur des Français et de beaucoup de gens, j'ai souvent gagné pour eux. Même si sur le podium, j'étais plusieurs fois 3e. Bon, déjà, faire 2 médailles olympiques coup sur coup, 4 ans d'effort, je pense que pour un patineur français, c'est déjà très bien. Et je me rends compte aujourd'hui, avec des gens qui sont plus talentueux que moi, comme Brian Joubert ou Flora Modio, ils sont passés à côté de ces médailles olympiques, parce que le niveau aussi a beaucoup progressé. Mais en même temps, c'est quand même des exploits de faire des médailles aux Jeux, parce que mentalement, ça demande vraiment beaucoup de caractère, quoi. 2008-2009, c'était la dernière saison. Alors on voit Denis Charvet qui a écrit le bouquin La dernière passe, une fin de carrière. C'est compliqué, il faut décider, il faut être réaliste. En fin de compte, ça devait être la tournée d'adieu sportive, plus parce que je me sentais un peu opprimé de dire il faut absolument faire des triples sauts quand je suis sur glace, parce que j'ai été sportif de haut niveau et que j'accepterai pas la régression. Et cette tournée, elle s'est plutôt bien passée, mal terminée à cause d'une mauvaise rencontre avec notre producteur. Et du coup, j'ai dû relancer un peu la machine en repartant en tournée avec Holiday on Ice. Et je me trouve relancé encore. Oui, c'est ça, quoi. Alors, j'ai passé la quarantaine, j'ai 43. Je me dis, maintenant, tu n'as plus le choix. Tu vas continuer jusqu'à 50 et tu fêteras tes 50 ans sur glace avec certains passages par amitié avec Holiday on Ice ou avec d'autres productions aussi, puisque aujourd'hui, en tant qu'artiste, je peux partir à droite à gauche. Et je suis aussi producteur dans l'âme. Mais quand on est artiste, c'est très difficile d'être à la fois au four et au moulin, parce que je dois me concentrer à ce que j'ai à faire sur piste. Et forcément, il faut que je trouve des gens de confiance qui s'occupent de tout l'exécutif derrière. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile, surtout que dans le monde du spectacle, on a toujours entendu qu'il y avait quelques charlots. Et des margoulins, surtout. Philippe Candeloro, c'est aussi l'homme des médias, avec TF1 notamment, les médias, quoi. Le gros sponsor et celui qui a participé beaucoup à mon patrimoine et à ma famille aujourd'hui, c'était TF1 qui, à un moment donné, a mis pas mal d'argent sur le patinage. Il a fallu quand même aller le chercher, ce contrat, puisque ça passait par la fédération pour pas qu'on soit déclaré professionnel à l'époque. Oui. Et la fédération ne nous donnait rien au départ. Donc on a même fait une petite grève entre les 4 sportifs qui étaient les leaders du patinage à l'époque. C'était Mognotte Lavanchy, Bonali et moi. On était médaillés d'argent tous les 4 au championnat du monde. Et les 3 là. Oui, enfin 4 parce que Mognotte Lavanchy, ça représente 2 personnes. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a récupéré une petite partie du contrat sur 2-3 ans, puisque le partenariat avec TF1 a duré que 3 ans. 3 ans encore. Alors, complice Nelson Montfort, parfois vous êtes taxé de sexiste. Vous êtes sexiste ou pas, Philippe? Oui, avec 4 femmes à la maison, je pense que si j'y suis encore et qu'elles me gardent, c'est que je ne suis pas si sexiste que ça. Au contraire, moi, je suis toujours en train d'essayer de valoriser qu'un homme ou une femme fasse des performances sportives.
quelque part, du sexe, je m'en fous. Comme on pourrait dire, je parle souvent de mon hétérosexualité parce que je le revendique, parce que je suis comme ça, mais ça ne veut pas dire que je suis homophobe. Mais en France, aujourd'hui, c'est ça. C'est dès qu'on parle d'un truc, forcément, on vous dit, s'il est ça, c'est qu'il n'est pas ci, c'est qu'il n'aime pas les autres. Ouais. Mais moi, je dis, chacun est libre de choisir sa sexualité, sa façon de vivre, sa façon de parler. Et on est encore en liberté. En liberté. Pour le moment, non taxé. Alors, vous êtes aussi l'homme d'entreprise, ça on le connaît peut-être moins. Première boîte créée en 1994, Candeloro International Sport Management ou quelque chose comme ça. C'est ça. Bah, à l'époque, on nous avait proposé de monter une société qu'on appelait Tirelire, dite Tirelire, pour aussi éviter qu'on passe professionnel tout en touchant des droits à l'image. D'accord. Donc, c'était une URL, on m'avait proposé de monter une URL pour ne pas avoir d'associés, parce que j'avais peur aussi de m'associer avec des mecs qui auraient pu me piquer tout le pognon de ma carrière. Et donc, ça c'est venu au très bon moment, puisqu'effectivement, après 1994, il y a eu la grande notoriété en France qui a commencé à grimper, des partenaires, des sponsors qui sont arrivés, et qu'il fallait les gérer, il fallait pouvoir les encaisser sans perdre mon éligibilité aux Jeux Olympiques. Ouais. Puisque j'avais décidé de continuer 4 ans plus tard. Quels sponsors qui vous ont suivi assez rapidement ? Il y a Ricoh, notamment en informatique, avec SMO, qui était la boîte française qui importait aussi Ricoh à l'époque. On a eu des vêtements, des équipementiers, mais eux, ils donnaient beaucoup plus de vêtements que d'apports financiers. Le patinage souffre vraiment de cette image financière qu'on n'arrive pas à créer, ou peut-être que les gens ne veulent pas le créer. Moi, c'est ce que j'aimerais aujourd'hui apporter aux athlètes sur les patineurs, une aide financière qui leur permette de se soulager sur les problèmes futurs. Parce que oui, pendant 3-4 ans, on peut bien gagner notre vie, puis si vous êtes en haut du pavé, tout va bien. Si combien on gagne quand on est champion olympique ? Voilà. Moi, j'avais calculé un peu quelqu'un qui gagne les Jeux, les championnats d'Europe, les championnats du monde et ces 3 compétitions majeures du Grand Prix sur une saison, il peut gagner jusqu'à 200 000, 250 000 euros, ce qui est que dalle. Bien sûr. Ce qui est que dalle. Après, c'est le nombre de spectacles. Et s'il gagne tout, quand même. Hein, et s'il gagne tout, ça veut dire qu'aujourd'hui, et puis même la façon dont on manage les athlètes de l'équipe de France, aujourd'hui, on lui dit voilà, ta saison, elle coûte 40 000 euros. Si on te donne des objectifs, et à chaque objectif atteint, on te rembourse une partie de ce que tu as investi. Donc, au mieux, Philippe, on parle un peu de B2B d'entreprise. Dans vos prestations, de vos entreprises, vous proposez des choses aux sociétés. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Des shows personnalisés pour le personnel interne, externe ? Alors, évidemment, il y a plusieurs sortes de productions. On produit de A à Z le spectacle, mais aussi la production proprement dite en exécutif. Et là, par exemple, on est sur un spectacle pour enfants qu'on a produit artistiquement, mais qu'on ne produit pas en faisant de la billetterie nous-mêmes. On le fait exceptionnellement sur ce spectacle-là parce qu'on va le donner pour le personnel de la ville de Colombes l'après-midi. Et le soir, on s'est dit, tout est installé, on essaie de lancer une séance publique. On le fait via billet réduit, comme ça en exclusivité. Et une entreprise qui voudrait un spectacle, combien ça peut lui coûter ? Après, on a des spectacles de soirées d'entreprise qu'on essaie de proposer, parce que la glace, ça ne s'est jamais fait en dîner d'entreprise. Alors forcément, quand on veut installer une patinoire qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on peut mettre n'importe où, on peut même l'amener ici ou dans le siège de l'entreprise, ça coûte un billet de 25 000 euros globalement. À 25 000 euros, on peut faire appel à vos services. Mais juste la partie glace. Après, il faut se payer le spectacle. Nous, on est capable aujourd'hui de manager n'importe quel genre de spectacle, allant de 30 minutes à 2 heures de spectacle, dans un dîner. Après, il faut réserver la salle. Et puis après, ça dépend de ce que le client veut mettre comme prestation culinaire dans l'assiette. On est entre combien ? Donc, on va dire entre 50 et 100 000, une entreprise peut monter un petit événement sympa. Il faut compter à peu près 150 euros par personne, sachant que cette opération, faut la consolider autour de 400 personnes maximum. 400 personnes. Voilà, pour que ça reste convivial, parce que moi, je suis là en tant qu'animateur et patineur, forcément. Et on amène 16 artistes sur glace avec parfois des magiciens, des table dance. Votre envie, votre cœur aussi, tout quoi. L'enthousiasme, il est là. Moi, je fais aussi des séminaires d'entreprise, mais il y a toujours ce rendez-vous avec le patron qui dit voilà, c'est quoi le message à faire passer, qu'est-ce que vous avez envie. Il y a tout un travail. Et après, moi, c'est la spontanéité qui plaît en général. Donc, on travaille vous pas avez trop. Une adresse email pour prendre renseignement sur les prestations, peut-être comme ça, alors, oui, moi, c'est mon adresse personnelle. Donc, c'est Délire on Ice. Délire, comme un délire, DELIRE, et là, on peut vous contacter sur @wanadoo.fr. Merci Philippe Candeloro. On marque une petite pause, on se retrouve pour les clés de la réussite avec un sportif et une entreprise. Business 365, c'est reparti avec les clés de la réussite. Et puis vous, Franck Ocmiller, le patron de l'agence VIP Consulting. Aujourd'hui, on s'intéresse à un grand nom d'entreprise indien avec un grand nom du foot argentin qui joue à Barcelone. Tout à fait. On parle de Lionel Messi pour la marque Tata. Ce fameux groupe indien. Lionel Messi, on ne le présente plus. C'est 4 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, le dernier finaliste avec l'Argentine de la dernière Coupe du Monde, perdu hélas pour eux contre l'Allemagne. Donc c'est
c'est le footballeur de tous les records. Il y a lui et Cristiano Ronaldo. Hein. De stars, quoi. Il peut encore durer longtemps, vous pensez, au niveau club et au niveau équipe nationale? Je pense qu'il a à peu près 4 années encore au plus haut niveau. Après, ça va devenir compliqué pour des raisons d'âge et des raisons physiques. Déjà 4 ans, c'est pas mal, quoi. C'est déjà pas mal, ouais. Et qu'est-ce qu'il a comme image au niveau mondial, Lionel Messi? Alors, il a l'image, évidemment, d'un joueur, de la réussite, de la performance, de tout ce qu'on peut imaginer. Il a une petite carence en termes de, j'ai envie de dire, d'élégance, entre guillemets. Ronaldo est plutôt pris sur les marques de luxe, Messi un peu plus... ça. Ouais, un peu plus sur les marques populaires, bien que dans ses sponsors, il a l'horloger Audemars Piguet depuis quelques années. Audemars Piguet. Ça, c'est quand même du luxe. Une belle référence, quoi. Alors, donc, côté entreprise, donc Tata, un petit mot sur le groupe Tata. Le groupe Tata, c'est cet industriel gigantesque et indien. C'est la maison mère, pour ceux qui ne le savent pas, des marques Jaguar et Land Rover, quand même. Ouais, les anciens colonisés ont racheté. Tout à fait. Et puis, la marque Tata, en elle-même, c'est la marque locale indienne. Donc, sur un marché qui fait quelques milliards de personnes. Et c'est une marque très, très populaire, plutôt premier prix, plutôt low cost. Oui, on dit souvent que dans le groupe, ils ont la marque la moins chère de voiture et la marque la plus chère, parce que les Land Rover, ça coûte un petit peu de sous. C'est pas faux. C'est pas faux. Ils ont une stratégie qui est assez difficile à décrypter dans cette optique-là, mais qui fonctionne bien, puisque depuis qu'ils ont racheté Jaguar et Land Rover, les deux marques se portent très bien. Quoi. Et Tata, la marque donc low cost indienne, marche très très bien localement. Le management à l'indienne, Franck, vous avez une idée de comment ça fonctionne ou pas? Pas bien. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, ils ont des locaux, quoi. Ils investissent massivement dans ce qu'ils font, notamment sur la recherche et développement, ce qui permet des programmes de produits absolument incroyables. Alors, donc, le dispositif entre Tata et puis Lionel ici? Alors, ça va être une publicité évidemment mondiale, avec de la télé, des réseaux sociaux bien sûr, de la presse, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment un contrat qui est multi-support. Et ils se servent de cette image justement qui est populaire, qui est un petit peu... pas très élégante, je dirais. Oui, mais entraînante quand même. Mais entraînante pour essayer de se dynamiser. Ça coûte très cher, ça coûte plusieurs millions d'euros par an, oui. Ouais. C'est à peu près 3 millions d'euros par an. Et je ne pense pas qu'il signe des contrats d'1 an. En tous les cas, on lui conseillerait d'en signer au moins sur 3 ans. Au moins sur 3 ans, quoi. Ouais. Et donc ça veut dire qu'au niveau de la résonance, elle est mondiale, quoi. Elle est mondiale et ça va fonctionner, vous verrez. Merci beaucoup, Franck Biller, le patron de l'agence Yapi Consulting. On marque une petite pause et on se retrouve, comme chaque semaine, vendredi à 12h45 pour de nouvelles aventures. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.